À la reprise, à Strasbourg, des rencontres statutaires de l'Assemblée parlementaire paritaire OACPE, Union européenne, les députés des États d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et de l'Union européenne ont mis en délibération la question du renforcement de la solidarité internationale pour faire face à la crise mondiale dans le domaine de l'éducation à la suite de la pandémie du Covid-19. On reconnaît que la pandémie a fortement perturbé les systèmes éducatifs. C'est une véritable rupture que nous avons connue dans l'enseignement. Ça a été la pire crise en termes d'enseignement que nous ayons jamais connue. Cela a touché tous les systèmes, tous les pays. Cela concerne 1,6 milliard d'élèves. Les inégalités dans l'enseignement existaient déjà avant la pandémie. Nous savons que 200 à 300 millions d'élèves sont en décrochage scolaire pour une raison ou pour une autre. Au Nigeria, je dirais que nous avons un défi à relever. C'était déjà le cas avant la Covid. Nous avons des jeunes filles, des filles qui sont enlevées, kidnappées de nos écoles par Boko Haram. Par conséquent, Monsieur le coprésident, chers collègues, je vous dirais que nous avons un défi qui va bien au-delà de la Covid-19. Nous avons certes cette pandémie, nous avons le fait que nous ne pouvons pas envoyer nos enfants à l'école pour la question sécuritaire et on ne peut pas agir sur cette situation. Alors, comment voulez-vous garantir un enseignement à vos enfants s'ils sont dans une situation pratiquement de guerre? Comment voulez-vous que ces enfants apprennent si les parents ne les laissent pas aller à l'école? Voilà le défi. Chez nous aussi en Europe, les personnes qui ont le plus souffert et les enfants qui ont le plus souffert de cette crise sont les enfants qui viennent de milieux défavorisés, qui sont dans des structures qui ne sont pas adaptées pour eux et qui n'ont pas eu accès à cette éducation à distance, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de cela. Et on a vu aussi dans les pays les plus pauvres que cela était le cas. Mais moi, j'aimerais parler d'une autre chose en matière d'éducation. Je pense qu'on doit aussi parler des formes de l'éducation. Quand on parle d'éducation moderne ou de la modernité des connaissances, on a tendance, dans cette modernité, à imposer des solutions qui sont des solutions occidentales pour résoudre des problèmes sociaux, économiques et politiques locaux, qui réduisent souvent la question de la qualification et des connaissances à des questions de rentabilité économique et d'imposition d'un modèle économique dominant. À l'heure aujourd'hui de parler de cette digitalisation et de la reprise de l'éducation, je pense qu'une réflexion qui permettrait de concilier les formes globales et locales de la connaissance est essentielle. C'est de cela aussi que nous devons discuter. L'accès, c'est important, mais le contenu, c'est bien plus important. Au moment où le secrétaire général des Nations Unies annonce un sommet mondial de l'éducation en septembre 2022, il est important de proposer des mesures fortes pour rattraper le retard causé par le Covid-19 dans l'éducation. Ce que nous devons faire maintenant, c'est transformer l'éducation pour que l'éducation nous permette de développer nos pays, pour mettre un terme au terrorisme. Parce que si vous avez un pays, si vous bâtissez un pays, alors les gens savent qu'ils appartiennent à ce pays, ils l'aiment, qu'il y a un contrat vis-à-vis de la société. À partir de là, vous n'avez plus de terrorisme. Si l'État est absent, s'il n'y a pas d'enseignement, vous avez le terreau pour tous les problèmes que nous connaissons à l'heure actuelle. On se concentre sur le PIB, n'est-ce pas? Mais on ne se concentre pas sur l'élément qualité de l'enseignement. Donc, les pays ACP doivent réinventer leur plan de développement. En Angola, vous avez du pétrole, n'est-ce pas? Le Qatar, etc. Ils dépendent tous du pétrole. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous rassembler, de faire front uni, comme les Européens l'ont fait, et développer nos sociétés, comme eux l'ont fait, avec la Banque mondiale, avec le FMI? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, pays ACP, de développer ces mêmes institutions et de ne plus dépendre des autres?
À titre conservatoire, l'Union européenne a consacré des ressources additionnelles à l'éducation. Mais il en faut un peu plus pour plus d'équité et de justice. Il nous faut donc débloquer des fonds nécessaires au niveau de l'Union européenne afin de garantir le téléenseignement dans les régions les plus pauvres et que l'enseignement à distance, qui a été difficile pour les enfants de toutes ces régions défavorisées, demeure et qu'il ne reste surtout pas au bord de la route. En Europe, les associations de la société civile, et particulièrement celles de mon État membre, l'Allemagne, ont fait un travail remarquable en faisant évacuer de nombreux étudiants africains vers l'Allemagne. Il en est de même pour les associations de la diaspora belge. Cependant, il faut en faire plus. Je voudrais donc suggérer que tous les étudiants africains, ceux qui faisaient des études universitaires en Ukraine, sans tenir compte de leur nationalité, aient la possibilité de poursuivre leurs études dans le pays d'accueil de l'Union européenne. En tant que communauté mondiale, il doit être dans notre intérêt que les jeunes investissent dans leur avenir par l'éducation. L'Union européenne doit prendre ses responsabilités à cet égard et garder les portes de l'éducation ouvertes pour tous ceux qui ont échappé à la guerre. Par conséquent, j'en appelle une fois de plus aux États membres de l'Union européenne de faire preuve de solidarité avec tous les réfugiés et veiller à ce que les étudiants et les étudiantes africaines qui se trouvaient donc en Ukraine trouvent de nouvelles perspectives d'avenir et de bonnes possibilités de formation dans les universités de l'Union européenne. En effet, la pandémie exacerbe les disparités existantes au niveau de la nutrition, de la santé, de la stimulation, et les services qui viennent en aide à ces enfants sont souvent négligés dans la réaction à la pandémie. La plupart des institutions d'enseignement ont été fermées. La nature unique de la pandémie a fait des parents les protagonistes de première ligne chargés de l'éducation de leurs enfants. Une action est donc nécessaire pour faire face à ces pertes différenciées. Nous devons tout mettre en œuvre afin que ce fossé ne se creuse à l'avenir. La Commission européenne a toujours été vigilante et a consacré des ressources à l'éducation et à la culture, même avant la pandémie. L'Union a travaillé avec les pays partenaires pour minimiser l'impact de la pandémie sur l'apprentissage, le bien-être des enfants. Il est important de souligner que la pandémie a eu un impact grave sur l'éducation et sur les possibilités d'éducation de formation. Les programmes de coopération en matière d'éducation ont été adaptés pour aider les gouvernements à permettre l'apprentissage à distance et à soutenir les enseignants. Considérons la question de l'enseignement, de l'éducation. En théorie, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est important, évidemment. Tout le monde le clamera haut et fort. Mais quand même, nous voyons qu'aujourd'hui, sous la pression du Fonds monétaire international, et nous connaissons les liens aussi entre l'Union européenne et le Fonds monétaire international, symboliquement, d'une part, l'ancienne présidente du FMI est maintenant présidente de la Banque centrale européenne. D'autre part, la présidente maintenant du FMI, c'est une ancienne commissaire européenne. Donc voilà, ça ressemble parfois un peu à des arrangements entre amis. Mais soit, ce Fonds monétaire international conseille, fait pression aujourd'hui sur différents États, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, pour réduire les dépenses publiques. Mais ça veut dire aussi réduire les dépenses pour l'enseignement, les ressources possibles et disponibles pour l'enseignement. C'est quoi comme contradiction? Dire d'une part que l'enseignement c'est important, mais entre-temps pousser les États à réduire les dépenses publiques. Ça n'a pas de sens. Donc si l'Union européenne est sérieuse dans son partenariat pour l'enseignement, alors il faut arrêter, il faut prendre ses distances, rompre avec ces politiques du Fonds monétaire international. La session dominicale de l'Assemblée parlementaire paritaire OACP-Union européenne du 3 avril a permis de faire le point de l'accord post-Cotonou qui, sauf changement de dernière minute, va être signé à 100 mois. Que de succès engrangés depuis les ambitieux débuts de notre coopération en 1975. Nous n'avons pas toujours été d'accord sur tout. Mais quoi de plus normal dans un ménage où le divorce n'est ni envisagé et encore moins envisageable? C'est le lieu de rappeler ici
les propos du commissaire européen Neven Mimica, qui indiquait que notre partenariat constitue le groupement géographique le plus vaste, le plus complet et le plus durable du monde. Nous sommes majoritaires à l'ONU. Afin de renforcer et améliorer le cadre de notre partenariat, il était important de pouvoir sortir du passé colonial, de la victimisation, du paternalisme, de la lourdeur des procédures, du caractère caritatif de l'aide, pour nous engager résolument dans une relation d'égal à égal, comme je l'ai dit tantôt, dans l'intérêt bien compris de chacune des parties, de tenir compte des spécificités de chacune des régions qui, comme vous le savez, dans cet accord, certains membres auraient pu penser, auraient pu se sentir oubliés ou minimisés, et c'est le cas de nos amis de la région Pacifique. Cet accord permet de s'arrimer de manière plus décisive aux ODD. C'est là l'esprit du nouvel accord qui vient d'être finalisé et paraphé. Chers amis, chers collègues, qui mieux que les parlementaires peut parler avec autorité et légitimité au nom des populations? C'est à cet égard que tous ensemble, Européens et ACP, avons plaidé avec succès pour une dimension parlementaire forte dans le nouvel accord post-Cotonou. L'accord post-Cotonou a été paraphé le 15 avril 2021 et s'agissant du Cameroun, le chef de l'État a donné les pleins pouvoirs au ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire.